En ce moment, nous assistons à un renouveau du débat public concernant les armes nucléaires. L'invasion russe a soulevé des questions hypothétiques sur la façon dont l'histoire aurait pu se dérouler différemment si l'Ukraine avait développé un programme nucléaire national après l'effondrement de l'Union soviétique. Pendant ce temps, l'Iran se trouve à un stade plus avancé du dossier nucléaire, avec un programme que les services de renseignement occidentaux craignent de voir un jour se transformer en bombe. Des négociations sur la manière de limiter la capacité de l'Iran et des spéculations sur la question de savoir si l'ancien ayatollah serait encore en vie si l'Iran s'était doté de l'arme nucléaire des années plus tôt. De plus, il y a toutes les discussions médiatiques autour de la façon dont les actions des États-Unis, tant au Venezuela qu'en Iran, pousseront de nombreux pays à commencer à développer des armes nucléaires pour se protéger de mesures similaires. Et bien que nous ayons longuement discuté de la façon dont ce type d'analyse tombe dans le piège de le sophisme des amateurs, cette tendance des non-experts à regarder les informations, à découvrir une nouvelle incitation, puis à affirmer que cela change fondamentalement le monde. Alors que ceux qui y réfléchissent au quotidien en sont conscients depuis longtemps. Cette discussion sur le nucléaire pose une question intéressante. Quel pays bénéficierait le plus actuellement de la fabrication d'une arme nucléaire ? Et pour établir quelques règles de base pour répondre à cette question, je ne veux pas vivre dans un monde imaginaire où un dirigeant descendrait un jour dans son sous-sol et découvrirait soudainement qu'un arsenal nucléaire opérationnel s'est développé comme par magie. En prenant cette direction, le pays qui en profiterait le plus ne serait pas l'Ukraine. Qui va trouver un moyen de stabiliser les lignes de front sans arsenal nucléaire ? Il y a aussi le problème de menacer le Kremlin d'utiliser des armes nucléaires si les troupes russes ne se retirent pas. La Russie possède un arsenal bien plus grand que tout ce qui pourrait tenir dans une cave ukrainienne, donc ce serait chercher des ennuis. Il y a aussi la question des réactions et condamnations internationales en cas d'usage nucléaire hors situation extrême. Rappelez-vous, la Russie n'a pas utilisé d'armes nucléaires lorsque l'Ukraine a envahi Koursk, même si Kiev n'avait aucune capacité de riposter de la même manière. Kiev n'est plus menacé, et il n'est pas certain que le gouvernement veuille risquer une escalade nucléaire pour sauver une partie du Donbass. Je ne choisirai pas non plus l'Estonie, malgré mon obsession sans fin à en faire la cible d'une future invasion russe. Désolé encore auprès des habitants de Tallinn. Une arme nucléaire serait fantastique pour dissuader la prise de votre capitale, oui. Cependant, cela reste hypothétique et la Russie devra d'abord se remettre de la guerre en Ukraine avant de tenter ce coup sur le flanc est de l'OTAN. En réalité, le danger clair et immédiat concerne l'Iran. Je ne sais pas dans quel état de guerre, de cessez-le-feu ou de paix provisoire l'Iran sera avec les États-Unis au moment où vous regarderez ceci. Je ne dormirai pas tranquille non plus à la place des dirigeants iraniens de haut rang. Une arme nucléaire inciterait sûrement un adversaire à reconsidérer de futures opérations d'assassinat. Même si l'Iran ne possède pas encore les missiles balistiques pour frapper les États-Unis, il existe de nombreuses installations américaines qu'une salve d'armes nucléaires pourrait éradiquer. N'oublions pas non plus que c'est Israël qui a assassiné l'ancien ayatollah, pas les États-Unis. Et Israël est bien à la portée de l'Iran. C'est pourquoi l'Iran serait le plus grand bénéficiaire de l'apparition soudaine d'armes nucléaires. Mais revenons sur Terre et réfléchissons à qui serait le mieux placé pour construire des armes nucléaires, compte tenu de toutes les contraintes du monde réel que cela implique. Cela fait passer l'Iran d'un excellent choix à un très mauvais choix. Le pays ne remplit que les deux critères les plus basiques. Il a un besoin évident de sécurité et la compétence scientifique pour les créer. C'est tout cependant. Sur le plan financier, l'économie du pays est actuellement dans un état catastrophique. Eh bien, laissez-moi corriger. L'économie iranienne est dans un état catastrophique depuis des décennies. Les décideurs en Iran ont estimé le coût d'opportunité du programme à des milliers de milliards, principalement en raison des sanctions économiques occidentales. Puis une guerre éclate, détruisant beaucoup dans le pays, suivie d'un blocus des ports iraniens. Ce système de péage semblait être une idée brillante pour générer des revenus, mais il ne compense pas ces pertes. Peu importe qu'il semble que l'uranium le plus purifié de l'Iran ait été réduit en poussière et soit enterré sous un tas de roches. De plus, l'Iran dispose de très peu de moyens de défense aérienne pour empêcher les États-Unis ou Israël de lancer une nouvelle frappe préventive. Retirons simplement l'Iran de la liste des prétendants.
De retour sur le flanc oriental de l'OTAN, la Pologne serait un choix solide. Elle n'a pas le même passé nucléaire que l'Ukraine, mais une grande partie du processus de prolifération est industrielle, et la Pologne est en train de devenir le centre industriel de l'Europe. Elle est également dans une position financière qui lui permettrait de construire une arme nucléaire si le pays le souhaitait vraiment. Et je ne pense pas que Moscou fera quoi que ce soit pour arrêter la Pologne, en supposant que tout cela se produise relativement bientôt. Pas quand les troupes russes sont occupées en Ukraine. Les avantages ici rappellent ceux qu'a connus l'Estonie auparavant. La Pologne serait l'un des premiers pays de l'Est où la Russie enverrait ses troupes. Si Varsovie possède une arme nucléaire, alors toute incursion en profondeur en Pologne est immédiatement exclue. Cependant, comme je l'ai déjà expliqué sur cette chaîne, une arme nucléaire polonaise n'aurait toujours pas de sens compte tenu de la doctrine de l'OTAN. L'Europe compte déjà 2 puissances nucléaires autres que la Russie, le Royaume-Uni et la France. Si le déploiement d'armes nucléaires sur le flanc et de l'OTAN était vraiment important, l'un de ces pays pourrait simplement stationner les forces correspondantes en Pologne. Ce n'est plus purement hypothétique. La France a annoncé une doctrine de dissuasion en mars, précisément pour institutionnaliser cette stratégie. L'essentiel pour toutes les parties concernées, c'est que cela permet à la Pologne de consacrer l'argent qu'elle aurait autrement dépensé pour construire un arsenal nucléaire à la défense conventionnelle de première ligne. La Pologne a un avantage comparatif dans ce domaine, et exploiter ces avantages comparatifs est l'un des principaux objectifs de l'OTAN. Même si la Pologne n'a pas remporté ce titre, le pays pour lequel il serait le plus logique de développer une arme nucléaire se trouve effectivement à l'Est. Beaucoup plus à l'Est. Alors parlons de Taïwan pour le reste de cette vidéo. Permettez-moi de commencer par dire que je ne pense pas que Taïwan développera une arme nucléaire de sitôt. Je travaille dans l'industrie nucléaire depuis près de 2 décennies maintenant, et je sais à présent que les perceptions du public sont déformées à ce sujet. Il y a toujours une croyance répandue selon laquelle davantage de pays disposeront bientôt d'arsenaux nucléaires. En réalité, je peux remonter ces craintes au débat présidentiel de 1960 lorsque Kennedy mettait en garde contre un monde où 20 pays auraient bientôt des armes nucléaires. En pratique, il n'y en a toujours que 9, malgré le fait que la science des armes nucléaires soit bien comprise par n'importe quel physicien de haut niveau. L'obstacle principal, c'est qu'il existe de nombreux acteurs dans la politique internationale qui essayent, généralement avec succès, d'empêcher un État cherchant à se doter de l'arme nucléaire. Mais voyons pourquoi une arme nucléaire taïwanaise aurait du sens, même si ce n'est pas probable. Et cela nécessite d'aborder 4 points auxquels j'ai fait allusion tout au long de la vidéo jusqu'à présent. Les finances, la capacité de produire des armes nucléaires sans que quelqu'un ne bombarde votre programme, la crédibilité d'un recours à l'arme nucléaire après la prolifération, et le problème de négociation entre Pékin et Taipei. Le volet financier de l'équation est simple. Taïwan est riche. Si l'on considère Taïwan comme un pays, une hypothèse intéressante étant donné que cela sous-tend tout le différend avec la Chine continentale, il se classerait au 20e rang mondial en termes de PIB à parité de pouvoir d'achat. Il se trouve justement un rang au-dessus de la Pologne. Comme quoi fabriquer les meilleurs semi-conducteurs du monde est un excellent moyen de devenir plus riche que tes grands-parents n'auraient pu l'imaginer. En réalité, l'aspect financier n'est pas du tout un problème. D'un autre côté, éviter une guerre préventive est un peu plus délicat, mais reste tout de même faisable. L'élément clé ici, c'est que Taïwan bénéficie d'un certain niveau de protection de la part des États-Unis. Donc toute incursion de la RPC devrait prendre en compte la possibilité que la marine de l'oncle Sam bloque toute riposte sérieuse. Cela s'accompagne de nombreuses réserves. La politique américaine de longue date d'ambiguïté stratégique avec Taïwan vise à empêcher Taipei d'entraîner les États-Unis dans une guerre. Un sujet qui tient à cœur à beaucoup en ce moment, Israël ayant peut-être entraîné les États-Unis dans une guerre en Iran. En fait, Taïwan a déjà flirté à 2 reprises avec l'idée de se doter d'armes nucléaires. Les 2 fois, les États-Unis ont eu vent des intentions de Taipei et les ont stoppées. Nous devrions donc imaginer un monde où les États-Unis souhaitent que Taïwan soit plus autonome et sont prêts à accepter de prendre des risques en matière de protection pendant ce temps. Il y a aussi le problème que les États-Unis doivent avoir la capacité militaire nécessaire pour soutenir ce plan afin d'avoir un effet dissuasif. Évidemment, la guerre en Iran a mis cela sous pression, et nous avons couvert le pari Iran-Chine que l'administration Trump a fait dès le premier jour.
Mais les récents gros titres affirmant que les États-Unis n'ont plus la capacité de mettre en œuvre leur plan de défense pour Taïwan ont été surinterprétés. Ce n'est pas une logique binaire. Maintenant, il est tout à fait vrai que les États-Unis ne peuvent pas assurer une couverture à 100% à court terme. Mais ne pas avoir une couverture à 100% ne signifie pas que les États-Unis ont une couverture à 0%. La vraie question est de savoir si une couverture de 70%, 80% ou 90% est suffisante. Une guerre préventive ici pourrait être soit une campagne de bombardement, soit une invasion totale. Pour une campagne de bombardement, la guerre contre l'Iran a peu d'effet. Les États-Unis peuvent intervenir à cette échelle sans problème. Cela ne pourrait pas durer longtemps, sinon il faudrait disposer de grandes réserves de Tomahawk pour frapper les ports du continent et de Patriot pour défendre les installations taïwanaises clés. C'est pourquoi une invasion totale est une toute autre histoire. En résumé, la RPC n'a pas actuellement les engins de débarquement nécessaires, donc ce n'est pas une préoccupation pour l'instant. Cela dit, le temps presse et Taïwan ne dispose pas des installations nécessaires pour enrichir de l'uranium ou retraiter du plutonium, l'une de ces opérations étant indispensable pour fabriquer une bombe nucléaire. Ainsi, si Taïwan devait poursuivre cette politique, il faudrait qu'elle se dépêche. Néanmoins, cette discussion sur la guerre préventive soulève un autre argument en faveur de l'approbation par Taipei de son programme nucléaire. La protection temporaire d'un État protecteur pousse à produire des bombes atomiques. Le protecteur veille toujours à vous protéger d'une guerre préventive à court terme. Mais le protecteur pourrait ne pas rester toujours avec vous. Cette discussion concerne sûrement la Maison-Blanche actuelle. Bien que Trump ne soit pas président à vie, de plus en plus de capitales cherchent d'autres moyens d'assurer leur sécurité. Les armes nucléaires sont une alternative. Passons au troisième point. Taïwan est un cas rare où les problèmes de crédibilité ne constituent pas un enjeu majeur. Je veux dire, regardez-la. C'est une île. Elle est assez petite. Toute invasion venant du continent menacerait immédiatement la capitale et avec cela la continuité de l'État. Ce sont précisément ces circonstances qui donnent de la crédibilité à l'arme ultime. Il n'y a pratiquement aucun moyen pour Pékin de imposer sa souveraineté sur l'île par la force sans faire face à une annihilation nucléaire majeure. Xiamen compte une population de 5 millions d'habitants et se trouve à moins de 250 km de l'autre côté du détroit. Si vous voulez aller plus loin, Shanghai, qui compte 25 millions d'habitants, se trouve à moins de 700 km au nord. Enfin, le cas de Taïwan explique pourquoi il serait difficile de parvenir à un accord nucléaire. Tout comme la guerre, fabriquer des armes nucléaires est une manière coûteuse de résoudre un désaccord politique entre deux États. Eh bien, techniquement, c'est une manière coûteuse de modifier l'équilibre des pouvoirs, puis de négocier dans des conditions plus favorables pour résoudre un désaccord politique. Dans tous les cas, les deux parties auraient intérêt à négocier la question en litige pour résoudre la crise sans que Taïwan produise une arme nucléaire. Une façon dont cela peut mal tourner, c'est si la RPC perd du pouvoir avec le temps et a donc intérêt à mener une guerre pour s'assurer le contrôle total de Taïwan, indépendamment de toute préoccupation concernant les armes nucléaires. Comme vous le savez, Pékin fait face à ce problème à cause de l'héritage de la politique de l'enfant unique, qui a créé une crise démographique. Si ces conditions sont suffisamment mauvaises, Xi ne peut pas s'engager de manière crédible à rester à l'ouest du détroit de Taïwan. Cela exclut également tout engagement à ne pas envahir si Taïwan accepte de renoncer au développement d'une arme nucléaire. Ainsi, Taïwan pourrait fabriquer une arme nucléaire pour crédibiliser les promesses de Pékin de ne pas envahir en brandissant la menace d'une riposte atomique. Encore une fois, rien de tout cela ne suggère que Taïwan produira inévitablement une arme nucléaire dans les 5 ou 10 prochaines années. Il y a beaucoup d'autres préoccupations dont Taipei doit tenir compte, comme le risque que des sanctions économiques anéantissent, au sens figuré, l'industrie des semi-conducteurs de l'île. Il existe aussi une grande différence entre le risque qu'un changement de pouvoir déclenche une guerre et le fait que les dirigeants jugent réellement la guerre opportune. Mais le débat sur les armes nucléaires prendra de plus en plus d'importance à mesure que la perception de l'isolationnisme américain s'accentuera. Alors, quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui ? L'utilité des programmes d'armes nucléaires n'est pas évidente, malgré tous les discours sur les armes nucléaires autour de UX-Détroit.
Cependant, Taïwan répond à plusieurs critères favorisant la production d'armes nucléaires. Mais il ne faut pas en conclure que Taïwan est sur le point de fabriquer une bombe. En attendant, si vous cherchez d'autres vérités percutantes, pourquoi ne pas regarder cette playlist sur la politique de la Chine ou une vidéo longue sur le risque d'une guerre le long de ce détroit. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.